Donc, bonjour, je m'appelle Anna Bachramovic-Richet. Je suis donc doctorante au laboratoire de l'Université Paris 8, euh, euh, psychopathologie et processus de changement. Et donc, je vais vous présenter l'ICV, une psychothérapie, la réappropriation de soi. Euh, pour commencer, donc, je vais vous présenter dans un premier temps la thérapie par l'intégration du cycle de vie. Oui, CV, en anglais, on parle de Lifespan Integration, donc LI. Ensuite, je vous présenterai le concept de réappropriation de soi, une partie de la méthodologie de la recherche et les résultats partiels, en tout cas, qui concernent spécifiquement ce sujet-là. Donc, la thérapie par l'ICV ou Lifespan Integration, c'est donc une thérapie en fait qui a été conçue par Peggy Pace aux États-Unis en 2002. Suite à une séance qu'elle avait terminée, je crois, si mes souvenirs sont bons, en EMDR, et où elle s'est rendue compte que pour mieux stabiliser son patient qui n'était pas très bien en sortant, en répétant et qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous aviez 11 ans, et qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez 12 ans, etc. Elle s'est rendue compte qu'en fait, en citant des souvenirs chronologiquement, petit à petit, elle a réussi à ramener la personne dans sa fenêtre de tolérance. On verra un petit peu mieux quel est ce concept tout à l'heure. Donc, en 2002, elle découvre ça. Et puis, ça a commencé, en tout cas, à émerger en France en 2009-2010 environ. Et, dans ces années-là, en fait, depuis, la thérapie par l'ICV a vraiment évolué et a suivi aussi beaucoup d'évolution justement par rapport aux avancées neurobiologiques et par rapport à la neuroimagerie aussi, et un petit peu ce que présentait Laura Wade Boleber ce matin. Donc c'est assez intéressant parce que ça va un petit peu dans cette continuité-là. Donc la thérapie par l'ICV, il y a deux axes principaux qui sont utilisés dans cette thérapie. Le premier axe concerne la réintégration des vécus traumatiques. J'ajouterais des vécus non traumatiques aussi dans l'histoire de vie du sujet. Et pour cela, en ICV, on utilise essentiellement la ligne du temps, qui est construite par le patient ou en compagnie du thérapeute, si ça réactive trop le patient. Et donc, cette ligne du temps, elle est constituée donc, de souvenirs chronologiques, en partant du premier souvenir dont se souvient le patient, qui peut être positif, négatif ou neutre. Hein, ça peut être n'importe quoi, du moment que ça le remet dans le temps. Donc, par exemple, si son premier souvenir, c'est l'entrée de l'école maternelle, pas de problème, on prend ce souvenir. Donc, on construit cette ligne du temps donc, en mettant un souvenir par an à partir du premier souvenir dont on se souvient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc cet outil qui sera au centre de la thérapie. On comprend déjà formellement combien cela peut convoquer l'identité narrative du sujet. Le second axe qui est travaillé, c'est celui de l'attachement, qui a été créé entre le sujet et les figures donneuses de soins durant la période du 0-3 ans, qui est aussi une période justement où est active la mémoire implicite. Et donc, c'est assez intéressant justement d'avoir une thérapie avec laquelle justement on peut travailler sur cette partie-là justement de ce qu'on a nommé tout à l'heure, en tout cas les éventuels traumas précoces qu'il peut y avoir eu dans cette période-là. Et donc, comme il s'agit d'une thérapie psychocorporelle avant tout, cette question, elle est traitée à partir des ressentis corporels, des émotions qui émergent et qui appartiennent vraiment au vécu propre du sujet par rapport aux événements qu'on va nommer dans la ligne du temps au fur et à mesure qu'on avance. Le premier axe, lui, va donc permettre de prouver à l'aide de cette ligne du temps que le temps a passé en connectant les fameux souvenirs chronologiques. Et c'est important parce qu'on part du vécu du patient. On part vraiment de ses émotions, les émotions qui sont affiliées aux événements qu'on nomme. On ne cherche pas à savoir si ces événements sont vrais ou faux, on part vraiment de ce que le cerveau a enregistré comme information, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme information là, d'un point de vue émotionnel, éventuellement corporel, qui est affilié à cet événement, et comment je le traite dans mon corps. Est-ce que ça me fige? Est-ce que ça me paralyse? Est-ce que ça m'active, etc. Et donc, à partir de là, on va justement connecter avec les autres souvenirs et donc créer de nouveaux réseaux neuronaux. Et donc, l'idée, c'est surtout de montrer au corps, qui peut être comme figé dans l'événement ou éventuellement activé, montrer à ce corps donc que le temps a passé. Le second axe, qui est donc celui qui concerne l'attachement, il a pour objectif de développer un attachement sécure acquis.
Cette notion, elle a été développée par Mary Main et son équipe à partir de 1989. Et elle détermine les caractéristiques justement de la sécurité acquise en termes de métacognition, de pensée intégrative, et de capacité à réfléchir justement aux états mentaux de l'autre. Donc on voit bien aussi un petit peu là, la question de la mentalisation qui a été aussi évoquée par Fonagy par la suite. Donc cette notion, elle va connaître plusieurs définitions et redéfinitions de l'attachement sécure acquis jusqu'à environ 2011 avec l'équipe de Saunders, où en fait, on va pouvoir justement faire des études qui concernent justement la qualité du soutien instrumental versus émotionnel. Et donc, on va pouvoir aussi démontrer que le rôle de la psychothérapie en tant que facilitatrice de l'attachement sécure acquis est vraiment un rôle très, très important. C'est-à-dire cet attachement sécure acquis peut se faire à travers plein de figures très différentes. Ça peut être des grands-parents, ça peut être des professeurs, voilà, ça peut être des membres de la fratrie aussi, et donc éventuellement aussi le thérapeute. Il faut aussi bien avoir en tête, effectivement, comme l'a démontré Tronic en 2007, en tout cas, l'attachement sécure, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une sorte de continuum harmonieux. Parce qu'on a souvent cette idée-là que l'attachement sécure, on est des espèces de mères parfaites tout le temps disponibles. Non, pas du tout, ou père parfait. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, l'attachement sécure, c'est vraiment la capacité, justement, dans la relation mère-bébé, que les interactions, justement, puissent inclure des moments de rupture qui sont régulièrement réparés. Et donc, cet attachement sécure, c'est donc constitué de plusieurs cycles de rupture et réparation. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir être rassuré dans les moments où on en a besoin. Ça, c'est pour les grands axes de la thérapie en ICV. Donc, l'autre point qui est important à retenir, c'est que c'est une thérapie du bottom-up. C'est-à-dire que, contrairement aux thérapies verbales, on a tendance à beaucoup être dans le cortex préfrontal, à réfléchir, à intellectualiser, rationaliser sur ce qui se passe, pour ensuite toucher aux émotions. Là, c'est le chemin inverse qui s'effectue, c'est-à-dire on part vraiment, comme je disais tout à l'heure, donc des vécus émotionnels et des vécus corporels, pour ensuite remonter justement au up, donc c'est-à-dire à cette partie du cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir, de mentaliser, de métaboliser tout plein de choses et de faire des liens. Donc, on part vraiment de ça. Donc, ça, ce chemin, il est assez important à comprendre parce que toutes les thérapies ne fonctionnent pas forcément comme ça. Et le second point qui est important en ICV, c'est justement un petit peu ce dont parlait tout à l'heure Laura Wade-Bolever aussi, cette histoire de arousal dont elle arrivait pas trop à bien trouver la traduction en français et qu'on pourrait appeler justement la fenêtre de tolérance. On fait très attention à ça, en tout cas en ICV, à rester dans cette fenêtre de tolérance, c'est-à-dire ne pas sortir justement dans la zone où on pourrait être très activé, c'est-à-dire soit en colère, soit très triste, soit vraiment très activé physiquement, ou alors être figé dans la zone où on est en dessous. Et donc, on fait tout justement pour rester justement dans cette zone qui est tolérable pour le patient. Et dans cette zone de tolérance-là, en fait, suivant les patients, la zone est plus ou moins réduite. Et on voit avec l'ICV justement que ça augmente aussi petit à petit et qu'on accepte de plus en plus des émotions et qu'on est amené à ça. L'ICV, ça s'organise suivant 3 phases essentielles. La première, c'est une phase de stabilisation et désensibilisation de la mémoire traumatique. Ça a pour objectif de stabiliser et de réduire les symptômes tout en reconnectant au fil rouge de sa vie. Cette phase, elle participe à la réorganisation du soi, à la perception de sa vie dans son ensemble, et pas comme étant une vie fragmentée, mais comme une vie continue. Et pour cela, on utilise certains protocoles spécifiques que je ne développerai pas dans le cadre de ce colloque, mais qu'on peut bien évidemment employer dans les phases suivantes. La seconde phase, c'est une phase de cette thérapie, c'est une phase de réorganisation du soi et de consolidation qui cible les traumas, qui ont justement, ce trauma défragmenté cette expérience du soi. Et donc, le début de l'intégration et de la mémoire implicite, elle s'opère à ce moment-là en permettant justement la réduction de l'insécurité.
Et ça permet donc aussi d'assouplir les stratégies comportementales qui sont mises en place, comme par exemple l'évitement, l'agressivité, etc. Et donc, durant cette phase, la réparation d'attachement débute afin de tendre vers cet attachement sécure acquis dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, en dernière phase de thérapie, c'est une phase de réparation d'attachement qui permet justement la réappropriation de soi dont on a parlé tout à l'heure, et donc aussi de travailler en profondeur sur les systèmes d'attachement, les modèles internes opérants et les schémas de croyance et la mentalisation. Regardons maintenant d'un petit peu plus près le concept de réappropriation de soi. C'est un concept qui a été énoncé par Marcel van der Linden en 2018 à partir des travaux de Marie Léamy et ses collègues en 2011. Les travaux de Marie Léamy et ses collègues en 2011 définissent en fait un cadre conceptuel du rétablissement, donc dans le champ de la santé mentale. Donc, ils ont réussi à faire ça à travers une méta-analyse de nombreux articles. Et à partir de là, ils ont pu définir justement des notions différentes concernant justement cette question de la réappropriation de soi que Marcel van der Linden va reprendre ensuite en 2018. Et donc, selon lui, la réappropriation de soi, c'est cette idée d'être en relation. Ça, c'est la première notion qui est importante. Donc, le fait d'être soutenu, de faire partie de la communauté. Ensuite, il y a la question de l'espoir et l'espoir concernant le futur. Donc, l'idée de pouvoir se projeter vers un avenir possible et donc d'être en mouvement par rapport à ça et puis être figé dans quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas du tout à se projeter. Le troisième élément, c'est un sentiment positif d'identité. Avec ce sentiment positif d'identité, il y a l'idée de pouvoir s'affranchir d'une certaine forme de stigmatisation, retrouver un sens à la vie. Et enfin, le sentiment de contrôle de son existence, qui est un concept auquel j'ai préféré la dénomination être acteur de sa vie, parce que je le trouvais plus positif, en tout cas plus constructif pour justement évoquer cette question de la réappropriation de soi et toutes les dimensions par lesquelles ça passe. Je vais maintenant vous exposer rapidement la méthodologie de recherche que j'ai mise en place pour ce sujet. Mon étude, donc, elle se situe dans le contexte des recherches actuelles sur les processus de changement de 4e génération au sein de l'évaluation de la psychothérapie. Il s'agit d'une recherche donc, qui est fondée sur le Change Process Research, qui a été mis en place par Greenberg en 86 et 91. C'est une recherche naturalistique donc, qui est basée sur l'observation des processus de changement et à travers justement les différents marqueurs qui permettent cette réappropriation de soi. Donc pour cela, j'ai aussi effectué une analyse qualitative à partir des contenus obtenus à l'aide de l'étude de cas pragmatique de Fishman, après une retranscription des séances effectuées par les différents sujets ayant participé à cette étude. Donc ça pouvait aller de 16 séances à 63 séances. Ensuite, j'ai fait une évaluation de la régulation émotionnelle, parce que c'est une des autres parties que j'ai étudiées dans cette étude, c'est la régulation émotionnelle des sujets en question à travers l'ICV. Et donc, cette régulation émotionnelle a été évaluée tous les 6 mois, durant toute la thérapie. Donc, pour ceux pour lesquels ça a duré 8 mois, ça a été assez rapide. Pour ceux pour lesquels ça a duré 3 ans, il y a eu plusieurs voilà, et je vais ici un peu plus me concentrer sur ce concept de réappropriation de soi qui a été évalué lors d'un entretien semi-directif qui lui a été effectué par une autre psychologue pour éliminer certains biais et donc évaluer cette question de la réappropriation de soi avant, après thérapie et comment est-ce qu'il pouvait se sentir par rapport à cette notion aujourd'hui en fin de thérapie. Et donc, la population, il y a 6 sujets qui ont été retenus sur 8. Voilà. Je vais exposer ici les raisons pour lesquelles les 2 autres n'ont pas été retenus. Donc, voici les résultats partiels concernant la réappropriation de soi pour les 6 sujets en question. On peut voir donc pour chaque dimension évaluée avant et après la thérapie, pour chacun de ces sujets, voir que ça a considérablement évolué pour chacun, qui se sont tous réappropriés certains points de leur vie. Pour certains, enfin notamment, je pense à la première personne là-haut, qu'on voit là, Danielle. Elle, c'était
enfin, les différentes dimensions pour elle déjà n'étaient pas très, très entamées, entre guillemets, par rapport aux autres patients pour lesquels ils partaient de très bas, entre guillemets. Pour elle, elle partait de moins bas et d'ailleurs, c'est la personne pour laquelle la thérapie a duré le moins longtemps. Je pense que ce qu'elle venait chercher en thérapie était très ciblé et, et de fait, ça a duré, au-delà du fait que ça ait duré moins longtemps, elle avait une perception, je pense, dans son ensemble de sa façon d'être au monde qui était différente des autres, qui eux-mêmes avaient tous des pathologies diverses et variées. C'est-à-dire les 5 autres sujets, enfin, je ne suis pas partie d'une pathologie en particulier, mais vraiment de leur histoire de vie et puis de leur trauma éventuel et leurs difficultés éventuelles. Donc, pour certains, il pouvait y avoir des troubles anxieux généralisés, pour d'autres, de l'hyperphagie, pour d'autres encore, des anxiétés, oui, très invalidantes et des insomnies souvent. Voilà. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution assez importante de ces différents champs. Et puis, on a aussi évalué la réappropriation de soi, en tout cas, la façon qu'ils avaient de percevoir l'ensemble de tout ça avant et après la thérapie. Donc, là aussi, on voit qu'on part de environ une évaluation entre 2,5 et 4,5. Pareil, je ne prends pas trop la situation de Danielle parce que elle partait de moins loin que les autres, on va dire. Pour ensuite arriver vraiment à se sentir, avoir vraiment ce sentiment de s'être réapproprié qui ils sont. Ce qui est assez intéressant justement, c'est de voir que d'une part, la thérapie en ICV, c'est une thérapie au départ du trauma, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle a été connue, voire reconnue, puisqu'il y a une étude qui est sortie en Suède, randomisée, en double aveugle, etc., sur justement le protocole TSPT qui est utilisé pour traiter spécifiquement le trauma et qui montre donc son efficacité. Et donc, c'est pour moi plus qu'une thérapie du trauma, surtout cette thérapie de la réappropriation de soi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que justement, pour chaque sujet, ils ont une façon différente justement d'en parler dans l'entretien semi-directif qu'ils ont eu avec l'autre psychologue. Et en même temps, il y a beaucoup de termes qui se ressemblent et qui se rapprochent justement de cette question de la réappropriation de soi, à savoir le fait de se rencontrer soi-même, la question de s'accepter, la meilleure connaissance de soi, être soi-même, s'affirmer, se sentir incarné aussi et se réconcilier avec soi-même. Et donc, voilà, je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Merci Anna. Il y a des questions. Donc j'ai déjà une question qui nous vient de la visioconférence. Donc s'il y a des questions dans la salle, on va les prendre aussi. Donc première question, quel outil pour mesurer la réappropriation de soi? Alors, j'ai fait une échelle toute simple, justement pour mesurer chacune des dimensions, euh, qui était une échelle de 1 à 10. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Est-ce que tu peux désactiver ton partage d'écran? Mon partage d'écran, ouais. Je vais essayer de faire ça. C'est bon, J'ai une question, moi, Vas-y. sur, sur l'utilisation du temps qui est présenté comme linéaire, comme une évidence. Ouais. Voilà, je m'interrogeais sur le caractère normatif d'avoir cette vision alors, qui est partagée, mais qui n'est pas forcément. Enfin, les physiciens reviennent sur cette conception du temps linéaire et est-ce qu'il y a discussion peut-être avec les personnes sur eux, leur perception du temps ou est-ce que le modèle, il est vraiment sur une perception du temps linéaire et rien d'autre? Le modèle est vraiment une perception du temps linéaire, tout simplement pour pouvoir remettre la personne dans le temps. Parce qu'en général, quand on est très traumatisé, on est assez confus justement dans sa perception temporelle et on est assez perdu. C'est-à-dire très souvent, on voit bien les personnes qui sont très traumatisées, qui ont vécu des abus sexuels multiples, enfin en tout cas polytraumatisés, etc. On voit bien que, par exemple, ils n'arrivent pas forcément à remettre l'événement en question exactement dans le temps. Ils ne savent pas très bien où ça se situe, ils ne peuvent pas très bien dire ce qui s'est passé non plus, à quel moment ils sont très confus en fait. Donc l'idée, c'est de déconfusionner.
remettre pendant la lumière. dans le temps social, en fait. Exactement. Et pas dans un temps de science-fiction ou quantique. Alors, dans la salle? Non, très bien. Donc, merci Anna. Merci à vous.